Quand est-ce que mon amour s'est transformé en un simple chèque mensuel? Cette question me hantait tandis que j'observais la pluie fine de Paris par la fenêtre de mon petit appartement de la rue des Martyrs. Je m'appelle Gisèle Dubois, j'ai 66 ans, et pendant des décennies, j'ai cru que les sacrifices étaient synonymes d'amour maternel. Le reflet dans la vitre embuée montrait une femme aux cheveux gris tentant d'échapper à la teinture châtain, des yeux fatigués qui ne parvenaient plus à cacher la déception accumulée. Autrefois professeur de littérature respecté au lycée Henri IV, maintenant retraitée, apparemment, réduite à une fonction bancaire dans la vie de mon fils unique. Tout a commencé un après-midi gris d'avril. Le ciel de Paris avait cette mélancolie particulière, une lumière diffuse qui faisait ressembler les bâtiments haussmanniens à des peintures impressionnistes inachevées. J'étais en train d'organiser mes anciennes photos de famille quand mon téléphone a sonné. C'était Mathieu, 42 ans, avocat respecté et père de 2 adorables enfants, mes petites filles Léa et Juliette. Cela faisait presque 3 mois depuis notre dernière vraie conversation, bien que j'envoyasse religieusement l'argent pour payer l'hypothèque de leur maison à Saint-Germain-en-Laye, en banlieue parisienne. « Maman, tout va bien ?» Sa voix semblait pressée, comme toujours. Le bruit des papiers qu'il feuilletait révélait que l'appel n'était qu'une tâche de plus sur sa liste de choses à faire. « Écoute, pas besoin de venir à l'anniversaire de Léa dimanche. Ce sera la pagaille, beaucoup d'enfants. » Mon cœur s'est serré. C'était le 10e anniversaire de ma petite fille aînée. J'avais marqué cette date sur le calendrier depuis des mois, un cercle rouge soulignant ce jour spécial. J'avais même annulé mon cours d'aquarelle pour pouvoir être présente. Mais j'ai acheté un cadeau spécial pour elle, ce livre d'astronomie qu'elle voulait tant, ai-je répondu, essayant de cacher la déception dans ma voix. J'avais passé des semaines à chercher l'édition parfaite, avec des cartes célestes détaillées et des illustrations magnifiques. Léa avait montré une fascination pour les étoiles à Noël dernier, quand je lui avais offert un petit télescope. Il y a eu une pause inconfortable. J'ai entendu une porte se fermer de l'autre côté de la ligne, comme si Mathieu cherchait de l'intimité pour notre conversation. « Oui, bien sûr, tu peux l'envoyer par la poste. Ou mieux, envoie-moi juste le chèque. J'achèterai quelque chose par ici. Elle est dans une phase difficile, tu sais comment sont les préadolescentes. » Les mots sont tombés comme des pierres dans mon estomac. Envoie-moi juste le chèque. Comme si je n'étais que cela, un chèque. Un distributeur automatique pour une famille qui semblait de plus en plus distante. C'était la 3e fois en 6 mois que j'entendais des variantes de cette phrase. À Noël, c'était « Ne t'inquiète pas de venir avec ce temps horrible, envoie-nous juste le cadeau ». Pour l'anniversaire de Caroline, ma belle-fille, c'était « Nous sommes juste avec des amis intimes, envoie des fleurs si tu veux ». Mathieu, j'aimerais. Je dois raccrocher, maman. Réunion importante. On se parle plus tard, d'accord? Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée là, le téléphone à la main, écoutant le silence. La sensation familière d'être une intruse dans la vie de mon propre fils s'est installée à nouveau, un poids froid dans la poitrine qui devenait de plus en plus difficile à ignorer. J'ai regardé les murs de mon appartement, décorés de photos de mes petits-enfants quand ils étaient encore bébés, quand Mathieu et Caroline, ma belle-fille, me permettaient encore de faire partie de leur vie. Là se trouvait Léa à 2 ans, dormant dans mes bras après un après-midi au jardin du Luxembourg. Juliette a 4 ans, le visage barbouillé de chocolat alors que nous préparions des biscuits ensemble. Mathieu tenant les deux, regardant l'appareil photo avec ce sourire fier. Quand les choses ont-elles changé? C'était progressif, je m'en rendais compte. D'abord, les visites du dimanche qui sont devenues mensuelles, puis occasionnelles, enfin rares. Ensuite, les appels qui sont devenus plus courts, plus pratiques. Et puis, le schéma que j'essayais d'ignorer, les seules fois où Mathieu semblait vraiment enthousiaste de me parler, c'était quand il avait besoin d'aide financière pour un nouveau projet. Au début, c'était pour des urgences, la réparation du toit, le traitement dentaire de Léa. Puis, pour des opportunités, la plus grande maison à Saint-Germain, les vacances sur la Côte d'Azur. Finalement, c'est devenu routinier, les frais de scolarité privée,
les cours de piano, l'hypothèque. Je cédais toujours, heureuse de pouvoir aider, espérant que ma générosité se traduirait par une proximité, par un sentiment d'appartenance. Quelle idiote j'ai été. Ce soir-là, j'ai décidé de les surprendre. C'était peut-être juste une phase, pensais-je. Peut-être étaient-ils vraiment occupés. Ou peut-être avais-je besoin de voir de mes propres yeux ce que mon cœur savait déjà. J'ai préparé un dîner complet, coq au vin, la recette de ma mère, que Mathieu adorait quand il était enfant. J'ai ajouté ces petits détails qu'il appréciait toujours, la sauce aux champignons sauvages cueillis à Fontainebleau, la touche de cognac qui donnait de la profondeur à la saveur, les pommes de terre dorées exactement comme il les aimait. J'ai également inclus une tarte aux pommes, le dessert préféré de Léa, et les chocolats belges que Juliette demandait toujours. J'ai pris un taxi jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, transportant le dîner dans des récipients thermiques et le cadeau de Léa soigneusement emballé. Pendant le trajet, j'ai répété mentalement ce que je dirais. Je ne voulais pas paraître accusatrice, ni désespérée. Juste une grand-mère apportant le dîner et un cadeau. Rien d'extraordinaire. Rien qui justifie l'exclusion. Le chauffeur de taxi, un monsieur aux cheveux blancs, m'a regardé dans le rétroviseur. Anniversaire spécial, madame ? Celui de ma petite fille, ai-je répondu, forçant un sourire. Elle fête ses 10 ans. Ah, âge merveilleux, il m'a souri en retour. Ma petite fille a 11 ans. Savez-vous ce qu'elle m'a dit la semaine dernière ? Que je suis son meilleur ami. Imaginez ça. Sa fierté était palpable, authentique. J'ai ressenti une pointe d'envie. Quand était-ce la dernière fois que Léa avait dit quelque chose de semblable à mon sujet ? Quand nous sommes arrivés, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs voitures garées devant la maison que j'avais aidé à acheter. Un SUV argenté que je reconnaissais comme appartenant à Bernard, collègue de travail de Mathieu. Une Peugeot bleue qui appartenait aux voisins, les Moreau. Et d'autres que je n'identifiais pas. J'ai payé le taxi et je suis resté là un moment, ajustant mon manteau, sentant un froid qui ne venait pas seulement de l'automne parisien. La maison était imposante, 3 étages de pierre claire avec de hautes fenêtres et un petit balcon au 2e étage. Jardin bien entretenu, portail en fer forgé, le genre de résidence qui apparaît dans les magazines de décoration. Le genre de maison que je n'aurais jamais pu acheter seul avec mon salaire de professeur, mais que j'avais aidé à financer pour que mon fils et sa famille aient le meilleur. J'ai sonné à la porte, entendant le son musical résonner à l'intérieur. Mon cœur battait fort. Pourquoi me sentais-je comme une intruse ? Pourquoi cette anxiété en visitant mon propre fils ? Caroline a ouvert la porte, son visage passant de la surprise à l'embarras en quelques secondes. Elle était élégante comme toujours, cheveux blonds parfaitement coiffés, maquillage impeccable, robe décontractée mais visiblement chère. Gisèle. Nous ne t'attendions pas. Derrière elle, j'entendais des rires, le tintement des verres, de la musique jazz douce, le genre de jazz que j'avais fait découvrir à Mathieu quand il était adolescent. Je me souviens de nos après-midi à écouter Coltrane et Davis, lui expliquant les nuances du bebop, voyant ses yeux s'illuminer avec la découverte. J'ai apporté le dîner et le cadeau de Léa, ai-je dit, offrant les paquets comme s'ils étaient des laissez-passer pour entrer dans ma propre famille. L'arôme du coq au vin s'échappait légèrement du récipient thermique, me rappelant tant de dîners du dimanche, tant de moments partagés qui semblaient maintenant appartenir à une autre vie. Oh, elle a hésité, regardant derrière elle. Nous avons quelques amis, une petite réunion de travail de Mathieu. Ses yeux ne rencontraient pas les miens, se fixant sur un point au-dessus de mon épaule. Le mensonge était si transparent que c'en était douloureux. Une réunion de travail avec de la musique, des rires d'enfants, des sons de célébration ? Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de mon fils. « Qui est-ce, chérie ?» « C'est ta mère, » a répondu Caroline, son ton de voix changeant subtilement. Un ton que je connaissais bien, celui qu'elle utilisait quand quelque chose d'inconvénient se produisait, quand les plans devaient être rapidement ajustés. Mathieu est apparu dans le hall, un verre de vin à la main, son visage se durcissant en me voyant. Grand comme son père, avec les mêmes yeux bruns intenses,
Il portait une chemise bleue déboutonnée au col, manches retroussées, la montre suisse que je lui avais offerte pour son 40e anniversaire brillant à son poignet. « Maman ? Que fais-tu ici ? » J'ai apporté. J'ai dit que tu n'avais pas besoin de venir. Nous sommes occupés. Son ton était tranchant, presque comme s'il parlait à une étrangère importune, pas à la femme qui avait passé des nuits blanches quand il avait de la fièvre, qui avait travaillé à 2 emplois pour payer son éducation, qui lui avait appris à faire du vélo, à nouer des cravates, à respecter les autres. C'est alors que je l'ai vue, Léa, épiant depuis le salon, curieuse de voir qui était à la porte. Nos regards se sont croisés et, pendant un instant, j'ai vu une lueur de reconnaissance, d'affection. Elle a commencé à s'approcher, sa robe rose se balançant, ses cheveux châtains attachés en une tresse latérale que je lui avais appris à faire. « Mamie », sa voix était hésitante, mêlant surprise et joie. Caroline a fait un geste subtil, presque imperceptible, et ma petite fille a reculé. L'éclat dans ses yeux s'est éteint, remplacé par la confusion. Pourquoi sa grand-mère était-elle à la porte, pas à l'intérieur de la maison? Pourquoi les adultes semblaient-ils tendus? « Il vaut mieux que tu partes, maman. Je t'appellerai plus tard. » Mathieu a pris les paquets de mes mains. « Merci pour le dîner et le cadeau. » La porte s'est fermée. Pas violemment, mais fermement. Un rejet poli, civilisé, qui pour cette raison même faisait d'autant plus mal. Je suis restée là, sur le trottoir mouillé par la bruine, regardant la maison illuminée, me sentant comme une intruse. À travers les vitres décoratives de la porte, j'ai vu des silhouettes se déplacer, retournant à la célébration. La vie continuant sans moi, malgré moi. Dans le taxi de retour vers Paris, les larmes que j'avais retenues depuis si longtemps ont finalement échappé. Le chauffeur, différent du précédent, a gardé un silence respectueux, m'offrant simplement un mouchoir en papier sans commentaire. Paris la nuit défilait par la fenêtre de la voiture, les lumières se reflétant dans les flaques d'eau, la tour Eiffel brillant au loin. La ville que j'aimais tant, où j'avais construit ma vie, semblait soudain froide, impersonnelle. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur pour faire le virement mensuel, le chèque, qui semblait être ma seule fonction restante. L'écran brillait avec le site de la banque, les numéros de mon compte, le montant substantiel qui représentait presque la moitié de ma retraite. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Un souvenir soudain a envahi mon esprit, Mathieu a 8 ans, revenant de l'école avec un dessin. « C'est pour toi, maman », avait-il dit, fier. Le dessin montrait 2 personnages bâtons se tenant la main, un grand, un petit. « C'est nous », avait-il expliqué, ensemble pour toujours. Où était ce garçon? À quel moment s'était-il transformé en cet homme froid qui me traitait comme un inconvénient, une source de ressources, pas comme sa mère? Mais quelque chose en moi avait changé. Cette nuit froide, seule dans le taxi, quelque chose s'était brisé. Et quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, commençait à naître. Un sentiment d'indignation, de valeur personnelle, de limite nécessaire. Mon doigt n'a pas appuyé sur « Confirmer » pour le virement. Au lieu de cela, j'ai fermé le navigateur. Je me suis levée, je suis allée à la fenêtre, et j'ai observé Paris s'éveiller. Les boulangeries qui ouvraient, les étudiants pressés avec des livres sous le bras, les personnes âgées promenant leurs minuscules chiens. Toute une vie qui se déroulait là dehors. Une vie dont je m'étais éloignée, concentrée uniquement sur être utile pour un fils qui ne me voyait plus. Peut-être était-il temps d'envoyer quelque chose de différent qu'un chèque. As-tu déjà eu l'impression de n'être qu'un utilitaire dans la vie de ceux que tu aimes le plus? Si oui, continue avec moi dans ce voyage. Ce qui suit a complètement changé ma vie, et pourrait aussi changer la tienne. Les mots de Mathieu « Envoie-moi juste le chèque » résonnaient dans mon esprit les jours suivants, comme un disque rayé répétant la même phrase douloureuse. Assise sur mon petit balcon, observant le va-et-vient des gens dans la rue en dessous, j'ai réalisé que ce n'était pas la première fois que j'entendais des variantes de cette phrase. C'était simplement la première fois que je l'écoutais vraiment. Une semaine après l'incident chez Mathieu, j'ai décidé d'essayer à nouveau. C'était peut-être juste un mauvais jour,
pensais-je. Après tout, il était mon fils unique, fruit d'un mariage qui s'était terminé tôt quand Pierre, mon ex-mari, avait décidé qu'une famille était un fardeau trop lourd pour sa carrière de musicien. Pierre était parti quand Mathieu n'avait que 6 ans, disparaissant dans des tournées interminables, envoyant des cartes postales sporadiques de villes lointaines, promettant des visites qui se concrétisaient rarement. Je suis devenu mère et père, équilibrant cours de littérature, correction de copies nocturnes et toutes les responsabilités d'élever un enfant seul. Je me souviens des nuits où Mathieu pleurait, demandant pourquoi son père ne l'aimait pas assez pour rester. Comment expliquer l'abandon à un enfant? Comment protéger un cœur si petit d'une douleur si grande? Je m'étais promis qu'il ne se sentirait jamais abandonné par moi, que mon amour serait suffisant pour compenser l'absence de Pierre. C'est peut-être là que tout a commencé, ma tendance à trop donner, à tout sacrifier, à confondre amour et utilité. J'ai appelé Mathieu un jeudi, proposant un déjeuner pour samedi. Juste nous deux, ai-je suggéré, comme nous le faisions quand tu étais à l'université. À cette époque, nous avions des déjeuners hebdomadaires dans le petit bistrot près de la Sorbonne, où il étudiait le droit. Nous parlions de littérature, de politique, de ses rêves pour l'avenir. C'étaient des moments de connexion réelle, avant que le monde adulte ne l'absorbe complètement. Ce week-end est compliqué, maman, a-t-il répondu, son ton distant. J'ai cette affaire importante à préparer, et les filles ont des cours de natation. Peut-être le mois prochain, quand les choses se calmeront. Toujours le mois prochain. Toujours plus tard. Toujours jamais. Je comprends, ai-je répondu, essayant de garder ma dignité. Et comment vont les filles? Léa a aimé le livre d'astronomie? Ah, oui, bien sûr, a-t-il répondu vaguement. Écoute, j'ai un autre appel qui entre. On se parle plus tard, d'accord? Et ainsi s'est terminée une autre tentative. J'ai raccroché en ressentant cette sensation familière de vide, d'abandon. L'appartement semblait résonner de silence. C'est Madeleine, mon amie depuis 40 ans et voisine dans mon immeuble, qui a finalement dit ce que je refusais de voir. Nous nous sommes connus quand nous étions toutes deux jeunes professeurs, elle de mathématiques, moi de littérature. Ensemble, nous avons affronté des grèves, des réformes éducatives, des classes difficiles et des directeurs impossibles. Elle était à mes côtés quand Pierre est parti, m'aidant avec Mathieu pendant que j'essayais de recoller les morceaux. Gisèle, tu dois arrêter de te faire des illusions. Il t'utilise. Assise au café de Flore, où nous avions l'habitude de nous retrouver chaque semaine, ces mots m'ont frappé comme une gifle. Le café était bondé, comme toujours, touristes mêlés aux Parisiens, le bourdonnement des conversations en plusieurs langues autour de nous. Ici, Sartre et Beauvoir avaient débattu de l'existentialisme. Ici, j'étais forcé de confronter ma propre existence diminuée. Ce n'est pas comme ça, ai-je défendu automatiquement, remuant la cuillère dans mon café au lait qui refroidissait. Mathieu est occupé, construisant sa carrière, élevant ses enfants. Madeleine a couvert ma main de la sienne, ses yeux bleus perçants sous ses cheveux gris. Ses doigts, marqués par l'arthrite, gardaient encore la fermeté qu'elle utilisait pour dessiner des équations parfaites au tableau noir. Gisèle, tu paies l'hypothèque de leur maison depuis 8 ans. Tu paies les vacances d'été sur la Côte d'Azur. Tu finances l'école privée des enfants. Et quand était la dernière fois qu'ils t'ont invité à dîner? Un anniversaire? Noël? Je suis restée silencieuse. La vérité était que le dernier Noël avait été particulièrement douloureux. J'avais été invitée pour le déjeuner, pas pour le dîner intime de la famille. Je suis arrivée avec des cadeaux soigneusement choisis et j'ai été accueillie par des embrassades précipitées. Mathieu avait passé la majeure partie du temps au téléphone, résolvant une urgence quelconque du bureau. Caroline circulait parmi les invités, principalement ses amis, s'arrêtant à peine pour me parler. Je suis partie avant les desserts, avec l'excuse d'être fatiguée, et personne n'a insisté pour que je reste. Tu mérites mieux, a continué Madeleine, sa voix plus douce maintenant. Tu as travaillé comme professeur pendant 35 ans. Tu as élevé Mathieu seul après le départ de Pierre. Tu as sacrifié tes rêves de peindre, de voyager.
Et pourquoi? Pour être traité comme un distributeur automatique? Madeleine connaissait mon amour pour la peinture, un talent que ma propre mère avait considéré comme un passe-temps joli, mais improductif. J'avais mis les pinceaux de côté quand Mathieu est né, ne les reprenant qu'occasionnellement au fil des ans. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent, de plus important, des copies à corriger, des réunions de parents, des factures à payer. « Quand as-tu peint pour la dernière fois ?» a-t-elle demandé, comme si elle lisait dans mes pensées. « Ça fait quelques années, ai-je admis. En vérité, cela faisait presque une décennie. Mon chalet était couvert de poussière dans le coin de l'appartement, une relique d'une autre vie. Et quand était la dernière fois que tu as voyagé quelque part où tu voulais aller, pas seulement pour visiter Mathieu ou acheter des cadeaux pour les filles? Quelque chose en moi résistait à la vérité dans ces paroles. Après tout, qu'est-ce qu'une mère sinon celle qui sacrifie tout pour ses enfants? N'est-ce pas ce que toutes les mères faisaient? N'était-ce pas ce que l'amour signifiait? Tu ne comprends pas, ai-je protesté faiblement. Ils sont ma famille. Ma seule famille. Non, Gisèle, Madeleine a serré ma main. La famille, ce n'est pas ça. La famille, c'est la réciprocité, c'est le respect, c'est vouloir la présence, pas seulement l'argent. Et tu as une famille au-delà d'eux, tu m'as moi, tu as nos collègues, tu as tes anciens élèves qui te cherchent encore pour des conseils. Tu as construit des connexions que Mathieu et Caroline semblent incapables de valoriser. Ces mots ont flotté entre nous, inconfortables mais nécessaires. Le serveur s'est approché, demandant si nous voulions plus de café. Madeleine a commandé 2 expressos. « Que suggères-tu » ai-je finalement demandé. « Que je coupe les relations avec mon propre fils? Avec mes petites filles? Je suggère que tu établisses des limites. Que tu te valorises. Que tu arrêtes d'acheter une place dans leur vie et que tu commences à reconstruire ta propre vie. » Le café est arrivé, petite tasse de porcelaine avec une mousse dorée à la surface. Madeleine a ajouté un morceau de sucre, remuant lentement. « Te souviens-tu de ce que tu disais toujours à tes élèves quand ils étudiaient « Le rouge et le noir » de Stendhal? Que les apparences sociales révèlent rarement la vérité intérieure? Peut-être est-il temps de regarder la vérité de ta situation, pas l'apparence que tu essaies de maintenir. J'ai faiblement souri, touché qu'elle se souvienne de mes propres leçons. Utiliser Stendhal contre moi est un coup bas, Madeleine. Elle m'a souri en retour. J'ai appris avec la meilleure. 3 jours plus tard, j'ai eu ma réponse. Je suis allée à l'appartement de Mathieu et Caroline pour laisser un cadeau surprise pour Juliette, un ensemble d'aquarelles, car elle avait montré un intérêt pour la peinture la dernière fois que nous nous étions vus, il y a presque 1 an. C'était un petit geste, une tentative de maintenir le lien avec ma petite fille cadette, de partager avec elle l'amour de l'art que j'avais abandonné. J'ai utilisé la clé que j'avais encore, prévoyant de laisser le cadeau sur la table de la cuisine avec un petit mot affectueux. Ils m'avaient donné cette clé il y a des années, quand ils avaient emménagé, disant que je serais toujours la bienvenue. Quelle ironie! La maison était silencieuse quand je suis entrée, le hall d'entrée impeccable, avec cet air de magazine de décoration que Caroline valorisait tant. J'ai laissé le cadeau sur la table et j'étais sur le point de partir quand j'ai entendu des voix venant du bureau de Mathieu. La porte était entr'ouverte, un filet de lumière s'échappant par la fente. J'aurais dû partir. J'aurais dû respecter leur intimité. Mais quelque chose m'a fait m'arrêter, m'approcher. Peut-être était-ce l'instinct, peut-être était-ce le ton des voix, pas alarmées, mais conspirateurs. Nous ne pouvons pas continuer à reporter le voyage à New York, disait Caroline. Les filles sont impatientes, et tu as promis. Léa l'a déjà dit à toutes ses amies de l'école. Je sais, mais avec la rénovation de la cuisine, ce sera serré, a répondu Mathieu. Le devis que l'architecte a envoyé est presque le double de ce que nous attendions. Nous pouvons reporter la rénovation, alors. Ou simplifier le projet. Tu as passé des mois à planifier cette cuisine. Et nous avons déjà donné la compte à l'entrepreneur. Et ta mère? La voix de Caroline était calculatrice, presque trop désinvolte. Elle pourrait aussi aider avec ça.
Après tout, elle a de l'argent en trop, vivant dans ce minuscule appartement. Elle ne doit même pas dépenser la moitié de sa retraite. Il y a eu une pause. Mon cœur battait si fort que j'ai craint qu'il ne puisse l'entendre. Je me suis adossé au mur, sentant le monde tourner légèrement. Maman est compliquée, a soupiré Mathieu. Elle veut toujours être présente, s'impliquer. C'est épuisant de s'occuper d'elle. Si nous demandons plus d'argent, elle voudra savoir pourquoi, elle voudra participer au choix de la cuisine, elle voudra être présente pendant la rénovation. Compliquée. Épuisante. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Était-ce ainsi que mon fils me voyait? Comme un fardeau à tolérer, une complication dans sa vie parfaitement organisée? Caroline a ri, un son froid qui a percé ma poitrine. Eh bien, au moins elle est utile pour certaines choses. Tant que les chèques continuent d'arriver. Caroline, la voix de Mathieu avait un ton de reproche, mais faible, presque pour la forme. Quoi? Je suis juste pratique. Ta mère veut clairement aider, et nous avons clairement besoin d'aide. C'est une situation gagnant-gagnant. Je ne sais pas si nous pouvons demander plus. Nous avons déjà augmenté le montant 2 fois cette année. Allons, Mathieu, elle a pratiquement supplié pour payer les frais de scolarité des filles. Et elle nous a presque obligés à accepter l'aide pour l'hypothèque. Ce n'est pas comme si nous la forcions. Je n'avais pas besoin d'en entendre davantage. Je suis sorti silencieusement, les larmes brouillant ma vision. Dans le métro de retour chez moi, j'ai senti quelque chose d'étrange se produire en moi. Les larmes ont séché, et une sensation de clarté, de détermination, a commencé à prendre forme. Il réécrivait l'histoire. Transformant ma générosité en quelque chose que j'avais supplié de faire. Inversant la dynamique du pouvoir pour soulager leur conscience. Et je l'avais permis, avec mon désespoir de rester pertinente dans leur vie. Dans la voiture de métro, j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre, superposée aux lumières intermittentes des tunnels. Qui était cette femme? Qu'était-il arrivé à la professeure respectée, à l'intellectuel qui inspirait des générations d'étudiants, à la mère qui enseignait des valeurs et des principes, pas seulement signait des chèques? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai passé des heures à regarder de vieilles photos, Mathieu enfant, adolescent, jeune adulte. À quel moment mon garçon affectueux s'était-il transformé en cet homme froid? À quel moment étais-je devenu seulement un chèque? J'ai feuilleté de vieux albums, trouvant des photos de moi-même à différentes époques de ma vie. Gisèle à 20 ans, étudiante universitaire pleine de rêves, peignant sur les bords de la Seine. Gisèle à 30 ans, jeune professeur passionné par la littérature, entourée de livres et d'idées. Gisèle à 40 ans, mère célibataire fière le jour de la remise des diplômes de Mathieu. Et maintenant, Gisèle à 66 ans, réduite à une source de ressources, une complication, un inconvénient à gérer. Le lendemain matin, j'ai pris 3 décisions qui changeraient tout. D'abord, j'ai appelé la banque et annulé le virement automatique pour l'hypothèque. L'agent m'a demandé s'il y avait un problème avec le service. Non, ai-je répondu, ma voix étonnamment ferme. Je ne veux simplement plus faire ce virement. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, Jean-Claude, ami de longue date, et pris un rendez-vous urgent. Il a semblé préoccupé en entendant mon ton déterminé, mais a fixé un rendez-vous pour cet après-midi même. Enfin, j'ai ouvert mon email et écrit à Mathieu. J'ai commencé et effacé le message plusieurs fois. Comment condenser cette douleur, cette clarté nouvellement découverte, en mots? Comment exprimer des décennies d'amour mal dirigées, de limites ignorées? Finalement, j'ai écrit. Cher fils, pendant des années, j'ai cru que l'amour était donné sans limite. Aujourd'hui, je comprends que l'amour véritable exige le respect mutuel. J'ai entendu ta conversation avec Caroline hier. Ce n'était pas mon intention d'espionner, mais peut-être était-ce nécessaire pour que je voie enfin la vérité. Dans ta vie, je ne suis qu'une ressource financière, pas une personne avec des sentiments, des désirs et de la dignité. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de chèques.
Ce que tu recevras de moi est quelque chose de bien plus précieux, la vérité. La vérité que tu es devenu un homme qui traite sa mère comme une banque, pas comme une famille. La vérité que chaque pas besoin de venir a été un petit rejet que j'ai accumulé en silence. La vérité que toi et Caroline m'avez menti, avez manipulé ma générosité, vous êtes moqué de mon besoin de connexion. Je continuerai à t'aimer, toi et mes petites filles, mais désormais, ce sera à mes conditions. Tu découvriras qu'une maison est plus qu'une hypothèque, qu'une relation est plus que des transactions financières, et que ta mère est plus qu'un chèque mensuel. Pendant des années, j'ai pensé que mon rôle était de sacrifier mes rêves pour les tiens. Maintenant, je comprends que mon vrai rôle est de montrer par l'exemple ce que signifie vivre avec dignité et estime de soi. Quand tu seras prêt pour une relation réelle, je serai là. Maman. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier pendant de longs moments avant que je ne clique sur « Envoyer ». Il y avait une finalité dans ce geste, comme fermer un livre après le dernier chapitre. Mais il y avait aussi un début, une page blanche attendant d'être remplie. J'ai senti comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. Pour la première fois depuis des années, j'ai respiré profondément, complètement. L'air semblait différent dans mes poumons, plus léger, plus pur. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Jean-Claude dans son bureau près de la place des Vosges. La lumière d'automne entrait par les hautes fenêtres, illuminant son bureau en chêne couvert de documents. Jean-Claude avait quelques années de plus que moi, avec des cheveux blancs et des lunettes d'écaille qui lui donnaient un air d'intellectuel d'un autre siècle. « Gisèle, il m'a accueilli avec un baiser sur chaque joue, tu sembles différente. » « Je suis différente, ai-je confirmé, m'asseyant dans le fauteuil en cuir devant son bureau. J'ai besoin de réviser mon testament et d'organiser mes finances. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes, évaluant mon expression. Nous nous connaissions depuis des décennies, depuis l'époque où il m'avait aidé avec le divorce de Pierre. Cela a-t-il un rapport avec Mathieu? Cela a un rapport avec moi, ai-je répondu. Avec qui je suis, avec qui je veux être dans les années qu'il me reste. J'ai expliqué la situation sans dramatiser. Les années de soutien financier, les rejets subtils, la conversation que j'avais entendue, ma décision d'interrompre le cycle. Jean-Claude a écouté sans interrompre, prenant des notes occasionnelles. « Que veux-tu faire exactement ?» a-t-il demandé quand j'ai terminé. « Je veux garantir que mon argent soit utilisé pour ma vie, pas pour acheter une place dans la vie des autres. Je veux voyager, peindre, peut-être financer des bourses d'études pour de jeunes professeurs de littérature. Je veux que mes petites filles aient une réserve pour l'université, mais qu'elles ne puissent y accéder que directement, pas par l'intermédiaire de leurs parents. » Jean-Claude a souri, un sourire d'approbation et peut-être de fierté. Enfin, Gisèle. Il était temps. Nous avons passé les 2 heures suivantes à réorganiser mes affaires financières. J'avais une bonne retraite après 35 ans d'enseignement, quelques économies, et l'appartement qui était le mien depuis que mes parents étaient décédés. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour une vie confortable, surtout sans le fardeau de l'hypothèque de Mathieu. Quand je suis sorti du bureau de Jean-Claude, le ciel de Paris avait cette qualité particulière de fin d'après-midi en automne doré, mélancolique, plein de possibilités. J'ai marché jusqu'à la rivière, observant les bateaux touristiques glisser sous les ponts, les couples main dans la main sur les berges, les artistes de rue capturant la lumière éphémère sur leurs toiles. C'est alors que j'ai remarqué une petite galerie dans la rue de Seine, avec une pancarte annonçant des cours de peinture pour adultes. Je me suis arrêté, regardant à travers la vitrine. À l'intérieur, des personnes de tous âges se tenaient devant des chevalets, concentrés sur leur création. L'instructeur, un homme d'âge moyen avec une barbe grisonnante, circulait parmi eux, offrant des conseils. Quelque chose m'a poussé à entrer. La clochette de la porte a annoncé mon arrivée, et quelques têtes se sont tournées, curieuses. « Puis-je vous aider ?» a demandé une jeune femme à la réception. « Je suis intéressée par les cours de peinture » ai-je répondu, surprise par ma propre initiative. « Merveilleux ! Nous avons des places dans la classe du mardi soir. C'est pour tous les niveaux, y compris les débutants. » En fait, je ne suis pas débutante, ai-je dit,
sentant une étrange confiance grandir. J'ai juste fait une longue pause. Je suis sorti de la galerie avec un dépliant d'informations et une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis ma jeunesse, l'excitation pour l'avenir, pour la possibilité de redécouvrir une passion endormie. En rentrant chez moi, j'ai trouvé mon téléphone portable avec des dizaines de notifications. 5 appels manqués de Mathieu. 3 messages vocaux. 7 messages textes, chacun plus urgent que le précédent. Maman, c'est quoi cet email ? Appelle-moi immédiatement. C'est une sorte de blague ? Nous avons des factures à payer. Caroline est paniquée. S'il te plaît, sois raisonnable. Tu ne peux pas simplement tout couper comme ça, sans avertissement. Je viens te voir. Nous devons parler. Réponds au téléphone, s'il te plaît. Je suis à la porte de ton immeuble. Ouvre. L'interphone a sonné pendant que je lisais les messages. La voix de Mathieu a retenti par l'appareil, impatiente et exigeante. Maman, c'est moi. Nous devons parler. Ouvre la porte. Je suis resté immobile au milieu du salon, le cœur battant. C'était le premier test de ma résolution. Il serait facile de céder, de revenir à l'ancien schéma, d'accepter ces excuses vides et des promesses qui ne seraient jamais tenues. Mais quelque chose avait changé en moi. Cette femme qui acceptait des miettes d'attention en échange d'un soutien financier était morte la nuit précédente, écoutant sa propre déshumanisation par les voix de son fils et de sa belle-fille. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Mathieu, pas aujourd'hui. J'ai besoin de temps et d'espace, et tu as besoin de réfléchir à ce que signifie vraiment la famille. Nous parlerons quand nous serons tous les deux plus calmes. Maman, c'est ridicule. Tu ne peux pas me laisser ici dans la rue. Je ne te laisse pas dans la rue. Je te demande de respecter ma décision de ne pas parler maintenant. Rentre chez toi, réfléchis à ce qui s'est passé, à ce que tu as fait, au choix que tu as pris. Quand tu seras prêt pour une conversation honnête, appelle-moi. C'est cette amie à toi, Madeleine, n'est-ce pas ? Elle a toujours été jalouse de notre relation, elle a toujours essayé de t'empoisonner contre moi. Sa tentative de détourner la faute, de me transformer en victime de manipulation d'autrui, n'a fait que confirmer que je faisais le bon choix. Au revoir, Mathieu. Je t'aime, mais je ne peux plus te permettre de me traiter ainsi. J'ai raccroché l'interphone, ignorant ses protestations continues. Quelques minutes plus tard, mon téléphone portable a recommencé à sonner. Je l'ai éteint, ressentant un étrange mélange de tristesse et de libération. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé dans la rue. Mathieu était là, regardant vers le haut, vers mon appartement. Pendant un moment, nos regards se sont croisés à travers la distance. Il semblait confus, irrité, presque enfantin dans sa frustration. Après quelques minutes, il est entré dans sa voiture et est parti. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas endormi en pensant à Mathieu, à ses besoins, à ses attentes. Au lieu de cela, j'ai pensé à moi-même, à la femme que j'avais été, à la femme que je pouvais encore devenir. J'ai sorti le chevalet du coin où il était resté abandonné pendant si longtemps. La toile était poussiéreuse, les tubes de peinture desséchés. Peu importait. J'achèterais de nouveaux matériaux. Je recommencerais, toile vierge, possibilités infinies. C'était le premier jour de ma nouvelle vie. Les premières semaines après avoir coupé les liens financiers avec Mathieu ont été les plus difficiles. Mon téléphone n'a cessé de sonner, d'abord avec des messages confus, puis colériques, finalement suppliants. Maman, c'est de la folie. Nous avons des échéances à payer. Gisèle, pense aux filles. Elles ont besoin de stabilité. S'il te plaît, parlons. Tu agis impulsivement. Chaque message était une tentation de revenir en arrière, de céder. Mais quelque chose avait changé en moi, quelque chose de fondamental. Après des décennies à m'effacer, je redécouvrais enfin ma propre voix. Suivant le conseil de Jean-Claude, j'ai temporairement bloqué leur numéro. Donne-toi de l'espace pour grandir, a-t-il suggéré. Pour guérir.
Et c'est ce que j'ai fait. Avec l'argent qui allait auparavant à l'hypothèque de Mathieu, j'ai loué un petit atelier dans le Marais, un quartier artistique de Paris. Pendant des décennies, la peinture n'avait été qu'un rêve reporté, un passe-temps occasionnel coincé entre les cours et les responsabilités maternelles. Maintenant, à 66 ans, j'avais enfin le temps et les ressources pour suivre cette passion. Au début, je me sentais décalé parmi les artistes plus jeunes qui fréquentaient le quartier. Mes mains tremblaient en tenant les pinceaux, comme si elles craignaient de rêver trop grand, trop tard. C'est Christine, une peintre de 70 ans qui gérait une galerie rue des Rosiers, qui m'a accueilli. « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que tu aurais dû être », m'a-t-elle dit lors de notre première rencontre, citant George Eliot. Crois-moi, je le sais mieux que quiconque. Christine est devenue ma mentor et mon amie. Sous sa direction, ma technique s'est rapidement améliorée. Mes premiers tableaux étaient timides, nature morte, paysages parisiens, mais avec le temps, j'ai commencé à explorer des thèmes plus personnels. J'ai peint une série intitulée « Silence », des scènes de solitude urbaine qui reflétaient mes années d'isolement émotionnel. À ma surprise, les gens ont répondu. Lors de la première exposition collective à laquelle j'ai participé, j'ai vendu 3 tableaux. L'argent n'était pas beaucoup, mais la validation était inestimable. Pendant ce temps, j'élargissais mon cercle social. J'ai rejoint un groupe de lecture à la librairie Shakespeare & Company. J'ai commencé à suivre des cours de tai chi au jardin du Luxembourg, où j'ai rencontré Henri, un professeur d'histoire à la retraite aux yeux doux et au rire contagieux. « Nous sommes trop jeunes pour abandonner et trop vieux pour perdre du temps », m'a-t-il dit un matin, alors que nous pratiquions des mouvements lents sous les arbres centenaires. Nos cafés après les cours se sont transformés en déjeuners, qui se sont transformés en dîners. Ce n'était pas vraiment de la romance, c'était de la camaraderie, de la compréhension mutuelle. Henri connaissait aussi la douleur de l'abandon, son fils avait déménagé au Canada des années auparavant et prenait rarement contact. La différence, a-t-il expliqué, c'est que j'ai arrêté d'attendre l'appel. J'ai commencé à vivre pour moi. 6 mois ont passé. Mon appartement, autrefois un sanctuaire de souvenirs et de lamentations, s'est transformé. J'ai retiré les vieilles photos des murs et les ai rangées dans des albums. À leur place, j'ai accroché mes propres peintures et des affiches d'exposition que j'avais visitées. J'ai peint les murs en bleu clair, la couleur du ciel d'été en Provence, où je rêvais de voyager un jour. J'ai également commencé à faire du bénévolat à l'hôpital pour enfants Necker, lisant des histoires aux enfants en traitement. Voir leur visage s'illuminer avec les aventures que je racontais me donnait une satisfaction profonde, différente de tout ce que j'avais expérimenté auparavant. Lors d'un de ces après-midi à l'hôpital, j'ai eu une surprise. En terminant ma séance de lecture, j'ai remarqué une silhouette familière dans le couloir, Caroline, ma belle-fille, en blouse blanche. J'avais oublié qu'elle travaillait comme pédiatre dans cet hôpital. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu le choc dans ses yeux. Avais-je tant changé? Mes cheveux, autrefois teints en châtain pour cacher les fils gris, affichaient maintenant leur couleur argentée naturelle, coupée dans un style moderne et confiant. Mes vêtements, autrefois discrets et ternes, reflétaient désormais ma nouvelle personnalité, couleurs vives, foulards artistiques, bijoux artisanaux que j'achetais dans des foires d'art. Plus que l'apparence, c'était ma posture qui avait changé. Je marchais droite, je regardais les gens dans les yeux, je souriais facilement. La femme insécure et anxieuse d'être approuvée avait été remplacée par quelqu'un qui se reconnaissait enfin dans le miroir. Caroline s'est approchée avec hésitation. « Gisèle ? C'est bien toi ? » « Bonjour, Caroline, ai-je répondu, gardant mon sang-froid. « Oui, c'est moi. Tu es différente. » J'ai souri. Je deviens celle que j'ai toujours été. Il y a eu un moment de silence inconfortable. Puis elle a dit, presque dans un murmure, « Les filles te manquent. Surtout Léa. Elle demande de tes nouvelles. » Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Mes petites filles, les véritables victimes innocentes de cette situation. Elles peuvent me rendre visite quand elles le souhaitent, ai-je répondu. Ma porte leur est toujours ouverte.
Mathieu. Elle a commencé, mais s'est arrêtée. Mathieu doit comprendre que les relations ne peuvent pas être construites sur l'exploitation, ai-je dit fermement. Quand il sera prêt pour une relation véritable, je serai là pour lui aussi. Avant qu'elle ne puisse répondre, une infirmière l'a appelée pour une urgence. Caroline a hésité, puis a hoché brièvement la tête et s'est éloignée. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai peint jusqu'à l'aube. La toile qui a émergé montrait deux mains, une ridée, une jeune, se touchant presque, séparée par un espace fin comme du papier. Je l'ai appelée « Réconciliation possible ». C'était ma meilleure œuvre jusqu'alors. L'automne a cédé la place à l'hiver, et Paris s'est couverte d'un manteau de lumière festive. Décembre est arrivé, apportant avec lui l'inévitable dilemme, comment passerai-je Noël ? Les années précédentes, la réponse était simple, j'irai chez Mathieu, apportant des cadeaux coûteux et un chèque généreux, souriant à travers une célébration où je me sentais plus comme une invitée que comme une famille. Cette année serait différente. Christine et quelques amis artistes organisaient un réveillon collectif dans l'atelier. Henri m'avait invité à un concert de musique classique la veille de Noël. J'avais des options, des personnes qui appréciaient sincèrement ma compagnie. Puis, la deuxième semaine de décembre, j'ai reçu une lettre. Pas un email, pas un message, une lettre manuscrite, sur papier coloré. Chère mamie Gisèle, commençait-elle avec une calligraphie enfantine que j'ai immédiatement reconnue comme étant celle de Léa. J'écris en cachette parce que papa et maman ne le savent pas. Tu me manques beaucoup. Pourquoi ne viens-tu plus nous rendre visite ? Maman a dit que tu es occupée à être artiste maintenant. Est-ce vrai que tu peins des tableaux ? J'aimerais beaucoup voir. J'ai aussi commencé à peindre à l'école. La maîtresse dit que j'ai du talent. Je pense que j'ai hérité ça de toi. La lettre continuait, détaillant la vie scolaire de Léa, ses nouveaux amis, comment Juliette avait appris à jouer de la flûte. À la fin, il y avait une demande, s'il te plaît, viens à Noël. Ce ne sera pas pareil sans toi. Je promets de rester à côté de toi tout le temps. Avec amour, ta petite fille Léa. Joint à la lettre se trouvait un dessin, une famille réunie autour d'un sapin de Noël. Dans le coin, légèrement à l'écart, se trouvait une figure aux cheveux argentés avec un pinceau à la main. Au-dessus d'elle, en lettres colorées, Mamie Gisèle, la meilleure artiste du monde. J'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Pas des larmes de tristesse ou d'apitoiement sur moi-même, mais d'une émotion complexe qui mêlait nostalgie, amour et espoir. Le lendemain, j'ai reçu un appel. C'était Mathieu. Maman ? Sa voix semblait différente, moins confiante, plus vulnérable. Bonjour, Mathieu, ai-je répondu, gardant la voix ferme. Nous voudrions savoir si tu accepterais de passer Noël avec nous. J'ai fait une pause, réfléchissant soigneusement. C'était ton idée ou celle de Léa ? Il a soupiré. Léa insiste depuis des semaines. Mais, ce n'est pas seulement pour elle que j'appelle. Silence de l'autre côté. Puis, les choses ont été difficiles. Pas seulement financièrement. J'ai réalisé à quel point tu faisais partie de nos vies seulement quand tu t'es éloigné. Tu fais référence au chèque, ai-je dit, sans détour. Au début, oui, a-t-il admis, et j'ai apprécié son honnêteté. Nous avons dû réduire les dépenses, réorganiser les priorités. J'ai vendu la voiture de luxe, Caroline fait des heures supplémentaires à l'hôpital. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer d'autres absences. Personne pour aider Léa avec le projet de science qui l'enthousiasmait. Personne pour rappeler les histoires de notre famille quand Juliette pose des questions sur le passé. Personne pour apporter ce gâteau au chocolat et à l'orange le dimanche après-midi. Sa voix affaiblie. Tu me manques, maman. En tant que personne, pas comme soutien financier. J'ai mis trop de temps à m'en rendre compte. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de ces mots. C'était ce que j'avais toujours voulu entendre, mais maintenant que le moment était arrivé, je me sentais prudente. Tu ne peux pas imaginer combien j'ai souffert d'être traitée comme un distributeur automatique, ai-je finalement dit.
Combien j'ai souffert de t'entendre dire de ne pas venir à l'anniversaire de ma propre petite fille. Je sais, sa voix était basse. Je n'ai pas d'excuses. Juste, j'aimerais essayer de réparer les choses. Si tu me donnes une chance. J'ai pensé aux derniers mois, à combien j'avais grandi, à comment j'avais reconstruit ma vie. Je ne voulais pas revenir aux anciens schémas, à la dynamique déséquilibrée. Je peux passer Noël avec vous, ai-je finalement décidé. Mais avec quelques conditions. Lesquelles ? Premièrement, je ne financerai plus votre style de vie. L'argent que je gagne maintenant est pour ma vie, mes rêves trop longtemps reportés. Deuxièmement, si je fais partie de la famille, j'en fais complètement partie, pas seulement quand c'est pratique. Et troisièmement, j'aimerais que toi et les filles veniez à mon atelier avant Noël. Je veux vous montrer qui je suis maintenant. Il y a eu une pause, puis, oui pour tout ça, maman. Oui. 3 jours plus tard, Mathieu est arrivé à mon atelier avec Léa et Juliette. Caroline était de garde à l'hôpital, a-t-il dit, mais envoyait ses amitiés. Je n'y ai pas trop cru, mais j'ai laissé passer. Revoir mes petites filles était indescriptible. Léa, maintenant presque 11 ans, était plus grande, ses yeux brillants en voyant mes peintures éparpillées dans le studio. Juliette, 8 ans, a couru pour m'embrasser comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mamie est une vraie artiste, s'est exclamée Juliette, examinant chaque toile avec admiration. Mathieu marchait lentement dans l'espace, s'arrêtant devant chaque tableau, particulièrement devant « Réconciliation possible ». Celui-ci ? A-t-il pointé, sa voix émue. Oui, ai-je confirmé. Je l'ai peint après avoir rencontré Caroline à l'hôpital. Il a acquiescé, comprenant la signification sans besoin de plus d'explications. Nous avons passé l'après-midi à peindre ensemble. J'ai préparé de petites toiles pour les filles, leur ai enseigné des techniques de base, et ri de leurs tentatives enthousiastes. Mathieu s'est assis à côté, observant, posant occasionnellement des questions sur ma nouvelle vie. Alors que nous nous apprêtions à sortir pour dîner, Mathieu a demandé un moment en privé. Les filles étaient occupées à laver pinceau et mains. « Maman, j'ai besoin de te montrer quelque chose. » Il a sorti une enveloppe de sa poche. « C'est ce que tu vas recevoir maintenant. » J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait un document officiel de la banque. « J'ai transféré l'hypothèque à mon nom, a-t-il expliqué. Caroline et moi avons complètement assumé la dette. Ce n'est pas juste que tu continues à payer pour notre maison, surtout une maison où tu ne te sens pas la bienvenue. » J'ai regardé le document, surprise par l'initiative. « Il y a aussi autre chose, a-t-il continué, sortant un autre papier de sa poche. Un contrat d'exposition. J'ai parlé à un ami qui possède une petite galerie dans le 6e arrondissement. Il a vu des photos de tes œuvres et veut organiser une exposition individuelle en mars. » Mon cœur s'est accéléré. Une exposition individuelle ? C'était plus que ce dont je rêvais. Pourquoi ? Ai-je demandé, sincèrement curieuse. Parce que tu le mérites, a-t-il simplement répondu. Et parce que je veux que mes filles voient que ce n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves. Je veux qu'elles grandissent en voyant leur grand-mère non seulement comme quelqu'un qui offre des cadeaux, mais comme une femme forte qui a eu le courage de recommencer. À ce moment-là, quelque chose s'est guéri entre nous. Pas complètement, les cicatrices profondes prennent du temps pour guérir, mais suffisamment pour un nouveau départ. Noël cette année-là a été différent de tous les précédents. Sans cadeaux excessifs, sans obligations étouffantes. Juste une famille essayant de trouver un nouvel équilibre, basé sur le respect mutuel et l'amour véritable. Le matin de Noël, assise dans le salon de la maison que j'avais un jour aidé à acheter, j'ai observé Léa déballer le cadeau que je lui avais apporté, un ensemble professionnel de peinture et de pinceaux, accompagné d'une invitation pour des cours hebdomadaires avec moi à l'atelier. « Ça veut dire que je vais te voir toutes les semaines ?» a-t-elle demandé, ses yeux brillants. « Oui, ai-je répondu, souriant. « Si c'est ce que tu veux. »« C'est le meilleur cadeau de tous » a-t-elle déclaré, m'embrassant fort. J'ai regardé Mathieu par-dessus son épaule. Il observait la scène avec des yeux humides,
hochant légèrement la tête. Dans ce silence partagé, il y avait une promesse, nous ferions mieux cette fois. Tous. L'après-midi, je suis retourné dans mon appartement pour me changer avant le concert avec Henri. J'ai regardé autour de moi, l'espace que j'avais transformé, les tableaux au mur, les livres et objets qui racontaient maintenant mon histoire, pas seulement l'histoire d'être la mère de Mathieu. À mon bureau, j'ai commencé à écrire dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai compris que le véritable foyer n'est pas un lieu que nous finançons ou possédons. Ce n'est pas une maison à Saint-Germain-en-Laye ou un appartement à Paris. Le foyer est l'endroit où nous nous permettons d'être complètement nous-mêmes, où nos rêves sont respectés, où notre présence, pas seulement notre argent, est valorisée. Pendant longtemps, j'ai cherché mon foyer dans les yeux de mon fils, oubliant de le chercher en moi-même. Aujourd'hui, à 66 ans, j'ai enfin trouvé mon chemin de retour. Ce que Mathieu reçoit maintenant n'est pas un chèque. C'est sa mère complète, artiste, femme, être humain avec des désirs et des limites. Et ce que je reçois n'est pas seulement l'acceptation, mais le respect. Le voyage a été douloureux, mais nécessaire. Il n'est jamais trop tard pour dire, voici qui je suis. Voici ce que je mérite. Voici mon véritable foyer. J'ai fermé le journal, pris mon manteau et suis sorti pour retrouver Henri. Dehors, il neigeait légèrement sur Paris. Chaque flocon, unique et parfaitement formé, brillait sous les lumières de la ville. Comme nous, ai-je pensé. Comme nous tous. Ce récit que je viens de partager avec vous, c'est peut-être aussi le vôtre. Combien d'entre nous avons donné sans limite, pour finalement nous sentir invisibles? J'ai retrouvé ma dignité à 66 ans. Et vous, ma chère? N'hésitez pas à partager votre propre vérité dans les commentaires. Nous sommes nombreuses à avoir vécu cette douleur silencieuse. Vous n'êtes pas seuls. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de récits qui osent dire tout haut ce que tant d'entre nous vivons tout bas. Notre âge n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Comme moi, vous méritez d'être plus qu'un simple chèque. Abonnez-vous, et continuons ce voyage ensemble.